Espace TV, le 22h. Bienvenue à tous à cette grande édition d'information, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Le coronavirus et Ebola font l'actualité. Les deux maladies ne sont cependant pas les seules qui tuent en Guinée. Le pays connaît bien d'autres épidémies aussi préoccupantes. Le ministère de la Santé ne veut pas baisser les bras. Il a relancé ce jeudi même, avec ses partenaires, la filière épidémiologique de l'Institut de perfectionnement de la santé. Conakry retrouve son image habituelle de ville insalubre, les ordures visibles et en quantité sur les principales artères des communes. Conséquence des pluies de mardi nuit, le ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique appelle à la responsabilité des citoyens. L'actualité sportive de ce soir nous amènera à parler de la Guinéenne Fatoumata Yari Camara, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais également des quarts de finale de la Ligue des Champions qui ont livré leur verdict mercredi. C'est dans le Jeudi des Sports avec Alseni Baldi. Merci de nous choisir. Bonsoir à tous. Les épidémies deviennent de plus en plus nombreuses en Guinée. Ebola et la Covid-19 sont certes les plus médiatisées du moment, mais bien d'autres tuent en silence. Les autorités multiplient donc les initiatives pour faciliter leur prise en charge. Ce jeudi, le ministère de la Santé et ses partenaires ont relancé la filière épidémiologique de l'Institut de perfectionnement des personnels de la santé, une manière de mieux préparer d'éventuelles ripostes. Ali Badara Camara, Yacouba Traoré. Officiellement, la Guinée fait face à plus de 44 épidémies. Mais les plus préoccupantes sont la rougeole, la fièvre jaune, la fièvre hémorragique à virus Ebola, le coronavirus, entre autres. La relance de la filière épidémiologique à l'Institut de perfectionnement des paramédicaux s'inscrit dans la politique de riposte contre les épidémies à haut risque. Dans un premier temps, ça a été stoppé et un audit a été fait par les hautes instances de l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir certifier donc, le travail et la formation qui est faite ici en épidémiologie. Et c'est suite à ce travail-là que l'autorisation a été donnée donc, à la Guinée à travers le rectorat, c'est-à-dire l'université guinéenne, et à travers la faculté chargée des sciences de la santé de la Guinée, de pouvoir donc recommencer et de produire maintenant faire cette formation au bénéfice de nos paramédicaux. Pour ce début et pour un mois, plusieurs personnels de la santé suivront les cours théoriques et pratiques à l'IPPS de Donka. L'objectif est d'outiller le personnel d'éventuelles ripostes aux épidémies dans le pays. Le ministère de la Santé, à travers cette formation, va disposer de personnel qualifié pour investir, analyser, réagir face à toute épidémie dans notre pays. Ainsi, cette formation permettra à coup sûr d'assurer la surveillance épidémiologique pour la prévention des maladies en général et pour la réduction de la mortalité de nos populations. Consciente de l'urgence sanitaire à laquelle fait face le pays, la directrice de l'hôpital national de Donka salue l'initiative du département de tutelle. Je voudrais vraiment saluer cette initiative du ministère de la Santé afin que nous puissions avoir sur le terrain des agents performants, des agents compétents qui pourront faire face à la riposte contre les épidémies. Pour sa part, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'engage à accompagner l'IPPS pour la qualification des personnels en épidémiologie. Pendant ce temps, les rumeurs et fausses informations nuisent à la lutte contre le Covid-19 et Ebola en Guinée. Elles rendent les populations réticentes et hostiles aux sensibilisations sur la prévention et la prise en charge des malades. Search for Common Ground, en partenariat avec l'Union européenne, vient de lancer un projet qui devrait aider à mieux gérer ces rumeurs et fournir aux citoyens une information fiable. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souma. Des efforts sont fournis quotidiennement par le gouvernement et ses partenaires pour endiguer Ebola et le Covid-19. Mais ces efforts sont mis à mal par une crise de confiance provoquée par des rumeurs et fausses informations. Celles-ci rendent les citoyens hostiles à la prévention
au dépistage et à la prise en charge des personnes malades. Search for Common Ground vient d'initier un projet financé par l'Union européenne. Ce projet a pour objectif principal de contribuer à rendre plus efficace la réponse sanitaire à la COVID-19 et à Ebola en Guinée, en favorisant une communication efficace, la confiance et la collaboration entre les autorités, les acteurs de la santé, la société civile, les médias et les citoyens en vue d'une bonne coordination. Pour réussir, il faut une réelle implication des acteurs étatiques et activistes de la société civile. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire vient de tirer une expérience sur la sensibilisation des communautés en région forestière. Cette fois-ci, en travaillant sur la gestion des rumeurs, il faudra tenir compte de ces deux groupes, l'implication des socio-anthropologues pour connaître réellement les besoins des populations et les coutumes mœurs. Ensuite, il faut aussi voir l'implication des porteurs de voix que sont les ressortissants et certains leaders communautaires. Le ministère de la Santé salue une réelle avancée dans le combat contre ces maladies virales qui sévissent dans le monde. À travers ce projet, la Guinée marque un pas significatif dans la riposte à la COVID-19 et au virus Ebola, spécialement dans le secteur de la communication, l'information et la gestion des rumeurs. Pour rappel, c'est encore par la faute des rumeurs et fausses informations que plusieurs Guinéens ont perdu la vie pendant le premier passage de la maladie à virus Ebola. Économie participative, le patronat guinéen et Guinée Business Forum s'appuie sur la formation des acteurs du secteur privé. Ce mercredi, ils ont organisé un atelier de mise à niveau sur le rôle du secteur privé dans le développement de la Guinée. Ici à Conakry même, le comité de pilotage des Guinée Business Forum sort avec plein d'espoir les témoignages des participants en font foi. C'est un compte rendu de Djene Bemba Koulibaly et Aboukoria Kourouma. Faire accroître l'économie nationale et éclairer les hommes d'affaires guinéens sur le rôle dans le développement économique, voilà un défi que comptent relever les organisateurs. Des réflexions sont menées et partagées pour améliorer le climat des affaires. Les participants se réjouissent et apprécient le contenu de la formation. L'exposant, qui est un expert de haut niveau, n'est-ce pas, nous a défini les expériences des autres pays de la sous-région. Comment est-ce que le secteur privé intervient dans le développement économique de ces pays-là. Nous savons tous que le secteur privé est le moteur de la croissance, mais les filons, les détails qu'il faut pour pouvoir mettre ça en œuvre, c'était un peu l'objectif pour qu'on puisse s'approprier ça et essayer de les mettre en application chez nous. Le président du Conseil national du patronat guinéen et deuxième vice-président de Guinée Business Forum a salué la mobilisation et la participation des acteurs. La pertinence du thème a aussi retenu l'attention d'Ansoumane Kaba. Il a estimé que ce thème, combien important, aura un impact positif sur les entreprises par ricochet le développement du pays. Rôle du secteur privé dans le développement économique de notre pays. Le thème de l'atelier qui nous a réunis répond à la préoccupation de toutes les parties en cette période difficile, malgré l'impact de la pandémie du Covid-19 sur la santé de nos entreprises et partant sur le développement de notre pays, de relancer notre économie et de repartir vers une prospérité attendue de tous. L'homme d'affaires a insisté sur la nécessité pour le secteur privé de s'unir pour ne pas subir, seule manière d'obtenir des résultats escomptés. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je dirais même toute la population guinéenne qui en souffre. Parce que quand au niveau de la douane, les taux changent par le fait des armateurs, des transporteurs, de sociétés de consignation, le commerçant va toujours remettre ses prix, qui sont ses factures qu'il trouve exagérées sur le prix de sa marchandise, mais qui paye, c'est finalement le consommateur. Mais si demain, nous devons vérifier comment ça se passe chez les autres pour amener la population guinéenne à bénéficier
de ces avantages, il faudrait bien que nous soyons unis. On ne perd jamais en apprenant, nous enseigne un vieux dicton. Le patronat guinéen et son partenaire, Guinée Business Forum, l'ont bien compris. C'est inédit ce que nous allons vous faire voir, même si nous ne devrions pas en être surpris, des femmes adultes qui volent dans une boutique. C'est une scène qui s'est passée à Koza dans la commune de Ratoma au nombre de 4. Elles ont dupé le vendeur avant de lui subtiliser des câbles électriques, le tout en une dizaine de minutes seulement. Erreur, elles ne se rendaient pas compte qu'elles étaient filmées par la caméra de surveillance. Encore sous le choc, la victime, un vendeur, s'est confié à notre équipe de reportage. Alseini Bari et Alseni Kamara nous décryptent ces images. C'est dans ce magasin situé à Koza que le vol a eu lieu. Sur ces images des caméras de surveillance, on aperçoit les 4 dames. À 12h43, les 2 premières entrent dans le magasin. Elles entament la conversation avec le vendeur et sollicitent une marmite électrique. Le vendeur baisse la garde et les femmes ne se rendent pas compte qu'elles sont filmées. 5 minutes après, 2 autres viennent. Elles sont désormais 4. L'opération peut commencer. Les câbles qu'elles recherchent sont les noirs, donc les plus chers. 2 premières, notamment celle que nous avons surnommée le rouge, et une autre font le guet, pendant que la grosse et l'autre font le tri. Le câble est pris, mais il est lourd. Elle le laisse, histoire de bien le reprendre. Finalement, elle le reprend et le met entre ses jambes. Le vendeur ne se rend pas compte. La scène avec le rouge, nous vous laissons la commenter. L'opération va durer une dizaine de minutes et elles sortent du magasin, les câbles entre les jambes, comme si rien n'était. Encore sous le choc, la victime se demande comment des femmes aussi âgées peuvent commettre une telle forfaiture. Je suis dépassé par les événements que j'ai vus d'après ces caméras-là. Donc je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que des femmes pouvaient faire de tels actes. Peut-être si c'était des hommes, j'allais peut-être me douter. Mais des femmes bien habillées en boubou, je ne pouvais pas douter. Je ne pouvais pas du tout douter, franchement parlant. Aujourd'hui, la victime a déjà lancé une procédure judiciaire. Elle invite les vendeurs à plus de vigilance, même s'ils disposent de caméras de surveillance. Nous espérons que ces dames soient arrêtées, parce que nous avons été victimes, pour ne pas que d'autres personnes qui sont dans les mêmes activités, pour ne pas que ces mêmes personnes soient encore victimes. Parce qu'il paraît un peu plus loin ici, hier, il y a eu le même mode opératoire avec 4 dames aussi. Pour le moment, ces femmes ne sont pas interpellées. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Plusieurs boutiquiers se font voler leurs marchandises par des personnes qui se présentent comme des clientes. Direction Kankan pour parler de meurtre. Soumaïla Doumbouya, c'est le nom du jeune d'une trentaine d'années qui a été poignardé à mort mardi dernier par son cousin. Au cœur de ces crimes, une somme de 150 000 francs guinéens. Ce fait inédit s'est produit dans le district de Diankana, relevant de la sous-préfecture de Karfamoria. C'est à 15 km de la commune urbaine de Kankan. Alpha Oumar Koïta, notre correspondant régional. C'est aux environs de 20h dans la nuit de mardi que ce cas de meurtre a eu lieu à Diankana, un district de la sous-préfecture de Karfamoria situé à 15 km de la commune urbaine de Kankan. À en croire le grand frère de la victime, c'est à cause de 150 000 francs guinéens que son jeune frère a perdu la vie. Hier soir,
Mon fils m'a appelé en me disant que Mfamori est venu réclamer sa dette d'un montant de 150 000 francs à mon petit frère. En ce temps-là, son oncle paternel avait eu une fracture au niveau de son pied droit. Moi, j'étais auprès de ce dernier. Quelques minutes après, un de mes petits frères est venu me rejoindre en courant pour me dire qu'il a poignardé mon jeune frère. C'est ainsi que je me suis rendu sur les lieux et je lui ai trouvé en train de baigner dans le sang. Aussitôt, on l'y a évacué à l'hôpital régional de Kankan. Mais moi-même, je savais pertinemment qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Pour Mfali Kourouma, et la victime et le présumé assassin sont tous de la même famille, d'où l'idée de toute vengeance est exclue. Là où nous nous trouvons comme ça, on ne sait quoi faire. Car et la victime et le présumé coupable, ils sont tous de la même famille. On ne peut pas prendre l'un et laisser l'autre. Donc, on ne peut s'en remettre qu'à la volonté de Dieu et suivre les autorités. Aux dernières nouvelles, le corps de Soumaïla Doumbouya, la trentaine, qui serait marié à une femme et père d'une fillette, se trouverait actuellement à la morgue de l'hôpital régional de Kankan. Et Mfamori Touré, son présumé bourreau, quant à lui, serait mis à la disposition de la gendarmerie pour des fins d'enquête. L'opération de déguerpissement continue dans certains endroits de la ville de Conakry en dépit des controverses qu'elle suscite jusqu'au sommet de l'État. Dans la journée du mercredi, les hommes en uniforme ont fait une descente à la plage de la Kamayenne, détruisant un hangar sous forme de restaurant d'un homme d'affaires. Selon l'homme d'affaires en question, tous les papiers légaux lui permettant de construire sur cet espace ont été délivrés par la mairie de Dixine. Le restaurateur ne sait pas d'où est venu l'ordre de détruire l'espace alors qu'il confie avoir investi une importante somme d'argent. Mohamed Balek Touré, Abdoulaye Kamara. Ce sont des images d'un hangar sous forme de restaurant sur le site de la plage de Kamayenne réduit en cendres par les forces spéciales. L'occupant du domaine se dit surpris de la démarche des agents qui ont fait une descente sur le terrain, demandant le propriétaire d'arrêter les travaux alors qu'il a des documents légaux délivrés par la mairie de la commune de Dixine. Une autorisation d'occupation provisoire du domaine public. Je viens en courant, je trouve tout un bataillon qui est déjà installé. Ils n'ont même pas voulu me donner l'accès à la zone et puis on m'a empêché. J'ai dit non, je suis le propriétaire des lieux. Donc j'ai forcé, j'ai garé la voiture, je suis rentré. Et en leur disant qu'est-ce qui se passe, ils disent donc qu'ils ont reçu l'ordre du haut lieu, que ce n'est pas eux, c'est du haut lieu. Avec une superficie de 750 mètres carrés, la mairie avait décidé de mettre à la disposition par le biais de l'autorisation provisoire et précaire du dit espace public maritime à Pierre-Louis Yopa d'une durée de 3 ans. Nous avons tenté de recouper l'information avec la mairie de Dixine en vain. Ils dit non, ils ont dit de casser. On a enlevé tes objets, on a mis de côté, mais ils vont détruire le restaurant. J'ai dit, mais vous n'avez pas le droit de détruire ce restaurant. Sans aucun avis, aucun papier, on ne m'a rien présenté comme avis ou machin, rien, aucune information. Ils ont pris la machine pour commencer à détruire parce qu'ils vont faire une base. J'ai dit, une base? Mais quelle base vous allez mettre ici? Le restaurant et tout son contenu ont été touchés. Le propriétaire dit avoir perdu toute sa clientèle. Le dossier est pendant à la justice. Vous avez pour casse, menace de mort, la part de Sidiki. Donc j'ai porté plainte contre lui. Nous sommes en justice. Le dossier est pendant à la justice. Et je ne comprends pas. Pendant qu'un dossier est pendant à la justice, il y a un autre groupe qui vient dire que non, que c'est un truc de l'État, ils ont eu les ordres du haut lieu pour casser. Ils ont détruit complètement le restaurant. Plusieurs opérations de ce genre ont été déjà conduites par le manque d'aménagement des lieux dégagés qui amènent les riverains à y revenir. Cette fois-ci, les destructions ont pris plus d'envergure et ont touché beaucoup d'endroits.
Je vous le disais dans le titre, Conakry avait commencé à gagner la bataille contre les ordures. Du moins, c'est ce que nous avions cru. Mais c'était juste pour la saison sèche. On peut désormais le dire avec certitude. Depuis hier, les premières pluies mettent à nu les habitudes des citoyens de la capitale et questionnent l'action du gouvernement. Les tas d'ordures occupent les artères principales. Le ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique, qui s'est dit surpris par cette situation, appelle à la responsabilité. Antoinette Dédé au niveau Guy, Sekou Alphonse Mara et Aboubakar Din Kamara. Conakry a encore affiché sa laideur suite aux premières pluies qui ont mis à nu les ordures déversées dans les fossés. Le constat est bien visible dans les rues. Le département de tutelle a aussi fait les mêmes constats. Les premières pluies ont tout simplement dégagé ce que les gens mettent dans les caniveaux. Et si chaque ménage s'abonne à une PME, franchement, on n'aura pas d'ordure dans le quartier. Quand le gouvernement a présenté une loi à l'Assemblée, je crois qu'elle est votée aujourd'hui et reste en promulgation, toute personne qui mettra désormais des ordures sur la route, sur les espaces publics, dans les caniveaux, sera puni. Papa Koli Kourouma dit être trahi par la météo et promet que les opérations d'assainissement ne tarderont pas. Il faut noter aussi que nous avons été surpris par les premières pluies. La pluviométrie nous a trahis. Parce qu'habituellement, nous avons un premier curage des caniveaux avant les grandes pluies. Pendant les grandes pluies, on fait un second curage et juste après les grandes pluies, on fait un troisième curage. Si la gestion des ordures est une affaire publique, la salubrité reste une affaire de tous les citoyens. C'est pourquoi le ministre invite les citoyens à conjuguer les efforts avec le département. Il faut que la population elle-même se rende compte, se rende à l'évidence qu'elle est la première, c'est elle d'abord qui doit s'occuper des espaces, alors que chacun balaye devant sa porte. Quand chacun se mettra à balayer devant sa porte, tout Conakry sera propre. Chaque année, les pluies font d'énormes dégâts et causent parfois des pertes en vies humaines. Il est donc nécessaire que les citoyens prennent conscience pour éviter d'être victimes de leur propre attitude. Un mot de culture et d'histoire aussi, l'orchestre Bembéa Jazz National célèbre ses 60 ans de parcours professionnel. Des moments, ils en ont vécu des difficultés, c'est une évidence. Ils s'attendent au transfert de compétences à la nouvelle génération à travers un anniversaire qui sera célébré durant un an. La vulgarisation du répertoire de ces mythiques orchestres sera démise. Mamadou Sadio Baldé, Aboubakar Keke Bangoura. A été créé à Beila. Il est auteur, compositeur, arrangeur, guitariste, chanteur et membre fondateur du Bembéa Jazz National. Il a vécu les moments de la gloire de l'orchestre créé par Émile Condé à Beila. Mais il a surtout survécu aux périodes de disette sous le second régime. Au transfert de compétences à la nouvelle génération, une réussite dont il se sent fier. Dieu m'a aidé non seulement de relever le défi au point de vue répertoire de Bembéa Jazz, mais les Bembéa Jazz aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas imaginer ça. Que Bembéa Jazz peut jouer aujourd'hui sans Sekou Bembéa. Sekou Logro, le parolier du groupe, il est le témoin des plus petits détails du parcours de l'orchestre. 60 ans de vie professionnelle équivalente au parcours de la Guinée indépendante. Le président actuel a redonné le sens de vie à ses gloires. En décorant chaque membre du Bembéa de la croix du mérite. Donc chaque membre du Bembéa est désormais officier ou chevalier de l'ordre national du mérite grâce au président Alpha Condé. Nous le remercions. Période de pandémie, les organisateurs tiendront compte de la situation sanitaire avant d'élaborer le programme de festivités. On a essayé de redimensionner les activités liées à cet anniversaire, en commençant aujourd'hui par la lecture du Saint-Coran. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Kaba Sansi, voilà, et il y a tout un tas d'événements qui est programmé, qui est prévu sur toute l'année, de 2021 à 2022. Le département de tutelle sera au cœur de toute l'organisation, ce dont devoir explique le directeur national du patrimoine historique.
Donc il est de notre devoir de venir représenter Madame la ministre au nom du gouvernement et au nom du président de la République pour dire que le ministère reste aux côtés de la formation et continuera conformément aux nouvelles orientations du département. Une lecture du Saint-Coran à la mémoire des dévanciers, mais aussi lancer le programme de la célébration qui s'étendra sur une année. Le 15 avril de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'art, une occasion mise à profit par les hommes du corps pour exprimer leurs difficultés qui freinent par ailleurs souvent leur épanouissement. En Guinée, ils sont nombreux ces artistes qui vivent difficilement de leur génie. Nous vous invitons à suivre cet élément de reportage de Marissa Camara et Alcini Camara. Depuis des mois, le pays traverse une crise sans précédent. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour des secteurs porteurs de croissance. Ces hommes de l'art sont au-delà de la rareté des clients. Ils sont confrontés aux difficultés causées par la crise sanitaire. Yamoussa Camara pratique ce métier depuis 1988. Joindre les deux bouts n'est plus qu'une sauge aisée. Bon, le métier là, avant vraiment c'était bien. Depuis le maladie est venu, difficile parce que il n'y a pas de touristes chez nous. Avant, il y a des touristes qui travaillent, les gens viennent acheter, mais à l'heure, il n'y a pas de touristes. Depuis ce matin, on est là, ça fait presque 10 jours. Il n'y a pas de clients, n'a pas passé ici. Ça fait 10 jours. Ce métier est nouveau pour certains, indique-t-il. Un facteur pourrait cependant se répercuter sur son métier de choix. C'est ce que j'ai commencé par dire que ce n'est pas considéré par l'État. Nous autres, je veux parler des artistes, surtout ceux qui évoluent dans ce domaine. Ils ne sont pas reconnus par l'État, donc ils ne sont pas subventionnés, rien. Donc c'est hyper difficile, hyper difficile. On ne peut pas travailler parce qu'il y a la pandémie, donc c'est difficile. L'objectif de ces hommes de métier est faire valoir leur métier qui est une porte de sortie. Ce serait bien que nos autorités pensent à soutenir les artistes d'ici, parce qu'on en voit partout et voilà, en fin de compte, il y en a beaucoup qui sont découragés. L'idéal est que nous puissions faire des œuvres en Guinée et pouvoir en bénéficier. Pour les enfants de la nouvelle génération, il lance un appel aux parents. Les enfants de la nouvelle génération, surtout les tout petits, il faut dire que ce pays est dans une question de rééducation nationale, quoi. Et je crois que nous, peut-être, on n'est plus récupérables, mais nos enfants, il faut qu'ils soient récupérables. Le seul moyen, l'un des moyens aussi efficaces, je crois que ce serait le dessin. Ce 15 avril, qui marque la Journée internationale de l'art, devrait être un cadre de concertation entre les artistes et le ministre de la Culture pour discuter des difficultés et proposer des solutions. Sport et football, la Guinée se bouge pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Une forte délégation du COCAN conduite par le ministre des Sports et président du dit comité vient d'effectuer une visite de travail en Côte d'Ivoire et au Cameroun. La Guinée veut s'inspirer de ces deux pays pour réussir l'organisation de la plus prestigieuse des compétitions africaines. C'est dans tous les cas ce qu'a fait savoir Antonio Souaré, qui est président de la Fédération guinéenne de football cet après-midi à sa descente d'avion. Je vous propose de le suivre au micro de Mamadou Boïba et Aboubacar Ndine Camara. Le comité COCAN Guinée est parti rencontrer le comité COCAN de Côte d'Ivoire et ça s'est bien passé. On a eu des échanges très fructueux. La visite, c'était pourquoi? C'est pour éviter les erreurs qu'eux ils ont fait au départ, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous dis. Le Cameroun, ils ont eu des difficultés, vous avez vu comment ça s'est décalé. Ils ont eu des difficultés, il y a eu des erreurs. La Côte d'Ivoire, exactement, nous devons éviter ces difficultés, ces erreurs, pour aller plus vite. Maintenant, quand il y aura le rendu, les différentes commissions vont travailler et en ce moment, ça nous permettra d'avoir une CAN qui glisse tout tranquillement vers 2025.
Et ce qui nous amène au jeudi des sports. La Guinéenne Fatoumata Yari Camara se qualifie pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis, une histoire de conflit d'intérêts menace la suite de la carrière de Zlatan Ibrahimovic. Les quarts de finale de la Ligue des Champions ont livré aussi leur verdict hier mercredi. Alseni Baldé nous fait un résumé de toutes ces actualités-là. La Guinéenne Fatoumata Yari Camara se qualifie pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle remporte la médaille d'argent lors des qualifications des Jeux Olympiques. La compétition s'est déroulée au Maroc à El Jadida. Fatoumata Yari Camara prépare cette compétition depuis plusieurs années. Elle dit être très contente et fière de sa performance. Ça n'a pas été facile parce que je me suis préparée pendant 4 ans pour atteindre ces objectifs et pour réaliser ces rêves. Donc aujourd'hui, je suis très contente car j'ai déjà réalisé mes rêves pour la qualification. Maintenant, j'ai rapporté la médaille d'argent pour les Jeux Olympiques et je suis très contente. J'ai honoré mon pays parce que ça fait 4 ans maintenant. On prépare cette qualification. Pour atteindre cet objectif, Fatoumata Yari Camara a rencontré d'énormes difficultés dans le cadre de la préparation de cette compétition. La lutteuse explique comment elle a pu atteindre ce niveau. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, ça n'a pas été facile. Parce que je faisais le régime, je faisais une catégorie qui était moins de 57 kilos et ce n'était pas du tout facile. J'ai perdu presque 13 à 14 kilos pour arriver là. Vous voyez, ça n'a pas été du tout facile. On avait 5 jours d'entraînement par semaine et moi je m'entraînais même les dimanches parce que je voulais me qualifier. Oui. Je m'entraînais chaque jour et les jours de mon jour de repos, les jours de repos, moi je ne me reposais pas. Je partais courir, soit je fais quelque chose, en tout cas je faisais quelque chose. Soit la musculation ou courir pour avoir du souffle, parce que je vais atteindre mon objectif. Et c'était un rêve pour moi qui était écrit depuis longtemps. Donc aujourd'hui, je suis très contente. Et je mérite parce que j'ai travaillé dur. Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de lutte estime que c'est un travail de longue haleine qui a permis d'avoir ce résultat. Pour Mamadou Bobosso, Fatoumata Yari Camara est une fierté nationale. C'est une fierté nationale. Fatoumata Yari fut sélectionnée parmi une vingtaine de filles. Elle est partie au Maroc pour la formation. C'est la 6e médaille qu'elle a reçue. C'est unique fille aussi qui a remporté aux Jeux africains à Rabat, unique médaille que la Guinée a eue. C'est elle qui a remporté. Aux Jeux de la francophonie, c'est à Abidjan. C'est elle seulement qui a une médaille en sport, petit tonton en culture. Et au Maroc aussi, elle a pu avoir aussi 2 médailles en lutte wrestling. Tout dernièrement au championnat mondial de pays de lutte francophone, elle a eu aussi une médaille. C'est-à-dire c'est la 6e médaille qu'elle reçoit pour la Guinée. En tant qu'ancien lutteur, en tant qu'administrateur actuellement, nous sommes fiers d'elle. Et nous prions que Ismaël, son ami qui est au centre là-bas aussi, puisse être qualifié. Et nous dédions ça pour le peuple de Guinée, tous les anciens lutteurs. C'est la première fois que la lutte guinéenne sera représentée aux plus grands événements sportifs de la planète. Et puis, une histoire de conflit d'intérêts menace la suite de la carrière de Zlatan Ibrahimovic. L'ancien Parisien serait le copropriétaire d'une société de paris sportifs, Bettar, dont il est également l'ambassadeur. Cette plateforme en ligne ne permet pas de parier sur la Série A où évolue le Scandinave. Mais il est en revanche possible de parier sur les matchs de la Suède. Et c'est bien là le problème puisque le Milanais, de retour après 5 ans d'absence, a participé aux 2 dernières rencontres de sa sélection face à la Géorgie et au Kosovo. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La FIFA a ouvert une enquête pour déterminer si le joueur a enfreint le code de l'éthique. Et Ibrahimovic joue gros. S'il risque une amende qui se chiffre en millions d'euros, le Rosenoro pourrait également être suspendu pour une durée de 3 ans. Autant dire qu'une telle sanction signifierait la fin de la carrière du Suédois, lui qui négocie actuellement une prolongation de contrat avec le Milan AC. Les quarts
de finale de la Ligue des Champions ont livré leur verdict ce mercredi. On connaît désormais les 4 clubs qualifiés et le programme des demi-finales. Qualifié face au Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain affrontera Manchester City au prochain tour. Les Citizens de Pep Guardiola ont sorti le Borussia Dortmund. La seconde rencontre opposera Chelsea au Real Madrid. Les Blues de Thomas Tuchel sont passés face au FC Porto, tandis que les Madrilènes de Zinedine Zidane ont dominé Liverpool. Les matchs allés sont prévus du 27 au 28 avril et les matchs retour le 4 et 5 mai prochains. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Mamadou Saliouba et Lamine Sidibé m'ont aidé à vous la présenter. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV, les meilleurs.